On connaît souvent Godefroy de Bouillon en Lorraine parce que c'est lui qui a donné les alérions pour le blason. Donc, ces petits oiseaux blancs qui ont pas de bec, pas de cerre. Les Belges le revendiquent souvent, hein. Et pour le reste, si on connaît un petit peu l'histoire, on sait qu'il a participé à la première croisade et que, si on veut, il a été le premier, on va dire, souverain de Jérusalem. Il n'a pas été roi. Mais bon, toute la partie avant, souvent, on connaît pas, on sait pas ce qui s'est passé, hein, parce qu'il est quand même né en 1060 et mort en 1100. La croisade, c'est juste 5 ans. Donc, pour commencer, il faut aborder un petit peu sa famille. Faut dire que son lignage est assez illustre, on pourrait même dire auguste, hein, parce que du côté maternel comme du côté paternel, il descend de Charlemagne. Voilà, vous pouvez voir que ce soit pour la maison d'Ardenne, c'est-à-dire du côté de sa mère, ou la maison de Boulogne, du côté de son père, on retrouve Charlemagne en haut. Donc bon, il y a un lointain cousinage donc entre les parents. On va commencer par la maison d'Ardenne alors, hein. À l'époque, donc au milieu du XIe siècle, la maison d'Ardenne est dirigée par Godefroy le Barbu, qui est duc de Basse-Lotharingie, seigneur de Bouillon, marquis d'Anvers et comte de Verdun. Ça fait un petit paquet de choses, hein. C'est donc un des, vassaux, de l'empereur du Saint-Empire. Et en 1057 justement, il voit son frère, être élu pape sous le nom d'Étienne IX. Ça lui permet d'avoir certaines ambitions à l'époque, ce qui plaît pas forcément à l'empereur. Mais bon, la même année, il reçoit aussi la visite d'un de ses alliés, Eustache de Boulogne. Et Eustache va justement rencontrer la fille de Godefroy qui s'appelle Ide. Bon, à cette époque-là, c'est plutôt Ide de Lorraine. C'est une jeune fille qui a à peu près 17 ans, qui est réputée être très pieuse, d'une grande beauté, bon, qui a pas forcément été élevée, par son père parce que lui, il était toujours par monts et par vaux à guerroyer et à comploter. Donc, elle a plutôt été élevée dans les couvents et les monastères. Eustache est séduit, demande la main de la jeune fille à son père qui accepte. Ils seront mariés la même année, à Boulogne, donc sur les terres d'Eustache. De ce mariage naîtront 3 fils: Eustache, comme son père, qui va naître en 1058, Godefroy vers 1060 et le dernier, Baudouin, en 1062. C'est Ide qui va s'occuper principalement de leur éducation vraiment sur les premières années. Eustache est assez peu souvent à la maison, donc elle va s'occuper d'eux déjà en les allaitant. Elle va pas les confier à des nourrices, hein, ce qui était assez, on va dire, exceptionnel à l'époque, hein, on peut le souligner. C'est une femme d'une grande piété, donc elle va leur transmettre cette piété, les prières, les dévotions religieuses, et en particulier, on va dire, le plus réceptif des trois sera Godefroy. Mais elle va aussi leur transmettre les lettres, parce qu'elle a été éduquée donc on va dire, dans les couvents et les monastères, elle va leur enseigner le latin et aussi la langue romane. Donc on parlerait plus en France, la langue commune, et le tudesque, ce qui correspondrait à une langue germanique. Donc, ça veut dire qu'ils sont bilingues. Un jour où Eustache revient à la maison, il passe par les appartements de son épouse et il voit que sous les jupes ça remue, etc., qu'il y a un peu de mouvement. Et il demande: «Mais qu'est-ce qui se passe?» En fait, c'était les enfants qui jouaient, et qui se disputaient, dans les jupes de leur mère, hein. Et l'air de rien, il lui demande: «Mais qu'est-ce qui se passe?» pour un peu plus en plaisanterie qu'autre chose, et elle lui répond, alors c'était probablement inspiré, que, se trouvent là 3 grands princes, l'un sera duc, l'autre roi et le troisième sera comte. On verra à la fin, oui, on retrouvera ça. Le comte de Boulogne, je vous l'ai dit, pas souvent à la maison, hein. C'est bien parce que pendant ce temps-là, il s'occupe à autre chose, hein. Faut qu'il fasse jouer son réseau d'influence, qu'il agrandisse ses territoires. Bon, généralement, à cette époque-là, c'est quand même assez souvent par la guerre. Il est par mariage, son premier mariage, lié à la famille royale d'Angleterre, donc il a des terres là-bas. Il est aussi lié à la famille du duc de Normandie, donc il est bien des 2 côtés de la Manche. C'est un baron féodal assez typique, hein, dans le sens où il a un grand courage physique. C'est quelqu'un d'assez turbulent, d'assez remuant, mais aussi quelqu'un d'assez opportuniste et ambitieux. Et justement, on retrouvera ces traits de caractère chez certains de ses enfants.
et justement, bah, ces hauts faits vont servir un petit peu de modèle et d'éducation, à ses fils. En premier, bah, justement, il y a la bataille de Hastings. Parce qu'en 1066, il fait partie des seigneurs qui accompagnent, Guillaume de Normandie, enfin Guillaume le bâtard de Normandie, donc le duc de Normandie, avant qu'il soit, roi d'Angleterre et puis, conquérant. Il l'accompagne pour, finalement conquérir l'Angleterre et la couronne d'Angleterre. Eh bien, en plus, à ce moment-là, il lui ramène son fils aîné pour qu'il soit éduqué à la cour de Normandie. En même temps, ça fait un otage. Ça montre que, voilà, la confiance régnait. Donc, il débarque, il participe à la bataille, hein. Certains historiens disent que, on le retrouve sur la tapisserie de Bayeux. À un moment, vous avez, Guillaume qui enlève son casque et juste devant lui, vous avez un porte-étendard qui a des grandes moustaches et certains y voient justement Eustache, qu'on appelait Eustache au grenon, c'est-à-dire aux moustaches. Hein, donc il avait, des belles moustaches dont il prenait bien soin. Voilà. Et donc quand vous regardez ce cavalier, effectivement, il a de belles moustaches. Donc, il est là pendant la bataille, il va même, comment dire, une fois, on va dire, sauver la mise de Guillaume avant d'être blessé, assez gravement, hein. Alors là, suivant à qui vous posez la question, soit il s'est pris une hache saxonne, soit, on verra pourquoi un peu plus tard, les chroniqueurs de Guillaume disent qu'il s'est pris une flèche dans le dos, parce qu'il fuyait. N'en reste pas moins qu'il récupère, on va dire, des terres, des fiefs après cet événement, hein. C'est profitable. Faut croire que ça lui a pas complètement plu, parce que l'année d'après, eh ben, il participe à une révolte saxonne dans le Kent. Il était pas content. Donc, il participe à cette révolte, ça marche pas. Par contre, dans les années qui suivent, Guillaume le Conquérant va lui donner des terres. Comme quoi, finalement, ça aura aussi porté ses fruits, hein. Bref, c'était surtout histoire d'acheter la tranquillité du comte de Boulogne, qui était un petit peu trop remuant et ambitieux. Un peu plus tard, il recommence, hein, et là, c'est dans une autre querelle de succession en 1071. C'est pour le comté de Flandre. Donc là, on a le comte de Flandre qui est mort, et ça se dispute entre sa veuve et son frère. Alors sa veuve Richilde, elle veut être la régente pour leur fils aîné Arnoux, et bah, le frère, Robert, bah, lui, il a avec lui toute la noblesse de Flandre, et il se verrait bien en tant que comte. Bon, Eustache prend parti pour la veuve, c'est très chevaleresque. Vous me direz, bon, on verra que tout n'est pas là, hein. Donc finalement, il y a une bataille entre ces deux parties, hein, elle a lieu à Cassel. Et ben, ça tourne assez mal pour le camp d'Eustache et de Richilde. Richilde est faite prisonnière, son fils Arnoux, bah, il est tué pendant la bataille. Par contre, Eustache, à un moment dans la débandade, il arrive à attraper Robert le Frison, donc le prétendant de l'autre camp, et il le fait prisonnier. Bon, il voit tout de suite une opportunité, hein, on fait un échange de prisonniers. Robert en sera peut-être reconnaissant, sait-on jamais. Bon, le truc, c'est que dans le lot, il y avait aussi le roi de France. Le roi de France, il était là pendant la bataille, du côté de Richilde. Et il a fui le champ de bataille. Donc, il est un petit peu humilié, il est vexé, hein. Donc, quand il voit que Robert va s'enfermer dans Saint-Omer, il vient, il fait le siège. L'armée du roi de France, c'était quand même pas de la gnognotte à l'époque, hein. Donc, il fait le siège et à ce moment-là, bah, Eustache va plus ou moins faire pression avec son frère, qui est l'évêque de Paris. Ils vont faire pression sur le roi pour un peu le pousser à laisser Robert tranquille, hein, le reconnaître, dire c'est bon, hein, d'accord, Robert, vous êtes le comte de Flandre, par contre vous êtes mon vassal. Ah oui, 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 d'accord, pas de problème. Tout va bien. Robert reconnaissant donnera des terres à Eustache, la forêt de Bethelot, et à ce moment-là, qui est-ce qui arrive? Bah, le beau-frère d'Eustache. Bah oui, Richilde a été allé se plaindre à l'empereur du Saint-Empire pour lui dire mon beau-frère m'a fait des misères. Bon, il envoie justement le beau-frère d'Eustache, hein, qui s'appelle Godefroy, encore un, mais celui-là c'est le bossu. Godefroy le bossu arrive avec ses troupes en Flandre, et là il apprend que bah, le roi de France l'a reconnu comme étant le comte légitime. En plus, c'est son vassal, donc on va éviter de déclencher une guerre avec le royaume de France. Donc Godefroy fait demi-tour, et tout le monde est content. Jusque-là, tout va bien, sauf justement pour notre ami Godefroy le bossu. Déjà, il est bossu. Après, apparemment, c'est un homme très intelligent, hein, et plein d'audace au combat.
Bah, le truc, c'est que son père est mort 2 ans avant, donc en 1069, et il lui a succédé comme duc de Basse-Lotharingie et tous ses autres territoires. L'année d'après, il épouse Mathilde de Toscane. C'est pas vraiment un mariage d'amour, hein. C'est plus parce que le père, Godefroy le Barbu, avait épousé la mère de Mathilde, donc Béatrice de Toscane. Donc, si vous voulez, c'est sa sœur, mais par mariage, donc sa belle-sœur. Bon, il y a une dispense pontificale quelque part, je suis sûr. Donc, ces deux-là sont mariés, ils auront une fille en 1071, qu'on va appeler Béatrice. Malheureusement, elle meurt en bas âge. Faut croire que ce mariage qui n'était pas un mariage d'amour, puis le décès de leur fille, bah, ça n'a pas aidé l'entente entre ces deux époux qui ne s'appréciaient pas énormément. Donc ils vont se séparer. Godefroy va rester en Basse-Lotharingie et notre amie Mathilde, bah, elle va repartir en Toscane. Bien sûr, c'est un peu embêtant hein, pour un baron qui est censé fonder une lignée, transmettre un héritage, etc. Bah, on a besoin d'avoir des enfants pour passer le titre. Donc, les années suivantes, il va essayer de convaincre son épouse, bah, soit de revenir, ou tout du moins de rafistoler les morceaux. Donc, il tente de se réconcilier, mais là, elle lui demande de lui ramener un cadeau qui était de sa famille à elle, et que donc son beau-père, donc son père à lui, Godefroy le Barbu, avait donné à une abbaye à côté de Bouillon. Il dit, bon, bah d'accord, le truc c'est que les moines, ils voulaient pas lâcher le cadeau, donc bon, il a fallu, comment dire, leur forcer un peu la main. On reprend le cadeau par la force, on ramène ça en Toscane, et en fait non, il y a pas de réconciliation, elle voulait juste le cadeau. Donc là, vous allez me dire: «Mince, beh, il est bien embêté, hein, le bossu», donc il va prendre la décision, d'adopter un jeune homme de sa famille. Il va appeler auprès de lui son neveu Godefroy, le fils de sa sœur. Donc Godefroy, qui à ce moment-là a 13 ans, va déménager en Basse-Lotharingie. Donc il va s'installer à Bouillon avec son oncle, et c'est là qu'il va être, continuer à être formé au métier des armes, hein, continuer à on va dire, à pratiquer la langue tudesque, et donc c'est une vie assez classique de bachelier, c'est-à-dire d'apprenti chevalier. Il va continuer à apprendre des choses un petit peu plus, intellectuelles, que, le combat à la lance et à l'épée. Il aura quelques maîtres à penser, comme, un de ses parents, Henri de Verdun, qui est un archidiacre là-bas, et aussi il va fréquenter l'abbaye de Saint-Hubert. Il faut vous ajouter qu'il y a une très très bonne université à Liège à l'époque. C'est aussi l'époque, hein, 1073, où un nouveau pape est élu, Grégoire VII, assez proche de justement de Mathilde. C'est un successeur, enfin un héritier de Léon IX. Léon IX qui avait commencé à réformer l'Église, et notamment vis-à-vis des investitures. C'est là qu'on va rentrer dans ce qu'on appelle aujourd'hui la querelle des investitures et la réforme grégorienne. Je vous en parle juste après. En même temps que ça, on a une révolte en Saxe contre l'empereur du Saint-Empire. Et bien sûr, il y a des conflits en Frise, en Flandre et en Hollande. Donc, le jeune Godefroy, il va accompagner son oncle dans un petit peu tout ça. Parce que bon, le rôle du duc de Basse-Lotharingie, c'est de maintenir la paix en Basse-Lotharingie et d'être un espèce de gouverneur militaire, c'est-à-dire de fournir des troupes à l'empereur quand il en a besoin pour faire toutes ses campagnes. Donc là, il va y avoir justement du pain sur la planche, parce qu'en 1075, le pape et l'empereur vont se fâcher. Parce que l'empereur veut continuer à faire une chose, c'est-à-dire investir lui-même les abbés et les évêques. Les papes, depuis Léon IX, ne sont plus très d'accord avec ce système de fonctionnement, parce qu'on a abouti à un peu une mise aux enchères des titres ecclésiastiques. On a considéré qu'à l'époque, depuis Charlemagne, s'il y avait un domaine qui était attaché à ces fonctions religieuses, on s'était reposé sur l'Église, et on avait commencé un petit peu à transformer l'Église impériale en un système féodal. C'est-à-dire, comme on leur donnait un titre et surtout du pouvoir sur des gens, des terres, etc., eh ben, c'était à l'empereur de distribuer les anneaux et les crosses. On a été quand même arrivé à un relâchement des mœurs dans le clergé, un petit peu de simonie, c'est-à-dire qu'on vendait des fois les sacrements, ou le nicolaïsme, etc. On vendait les charges ecclésiastiques. Les papes ont quand même commencé à trouver que bon, ça commençait à bien faire, hein, et qu'il fallait mettre fin à ça. Donc, euh,
à ce moment-là, on est en plein dans la révolte en Saxe. Godefroy le Bossu intervient, hein, il arrive avec son contingent, et en juin 1075, avec l'empereur, il va défaire les Saxons à Unstrut. S'en suivent des pourparlers. C'est Godefroy le Bossu qui est envoyé une nouvelle fois avec 2-3 prélats. Il convainc les Saxons de faire amende honorable auprès de l'empereur, et l'empereur, magnanime comme il est, eh ben, il va les emprisonner. Et à ce moment-là, donc, Godefroy est en position de force pour demander une faveur à son suzerain. Il va lui demander de pouvoir nommer l'évêque de Liège. Bah oui, le prince évêque de Liège venait de mourir, donc il en faut un nouveau. Et justement, dans sa famille, Godefroy a un jeune archidiacre très prometteur qui s'appelle Henri, qui était archidiacre de Verdun. Donc il va dire, ah, monseigneur, j'ai le candidat parfait. Il lui dit, bon très bien. Donc Godefroy et Henri finalement investissent l'évêque de Liège. Et bien sûr, ça va pas plaire au pape. Bien sûr, c'est pas la seule investiture de cette année-là, hein. Disons que le pape prend des décrets, des édits, hein, et va prendre les Dictatus Papae. C'est-à-dire que tout clerc investi par un laïc est excommunié, et celui qui l'a investi avec. Donc dans la logique, on vient d'excommunier l'empereur, Godefroy le Bossu, et Henri de Liège. Parce que maintenant, voilà, il est évêque de Liège. Faut avouer que les évêques, souvent, qu'investissait Henri, étaient de mœurs assez douteuses, hein. C'était pas des hommes très honnêtes, ni très vertueux. Bon. En dépit de ça, le pape fait des ouvertures vers l'empereur, hein, on propose des compromis, etc. Mais l'empereur ne veut rien entendre. Il va même réunir une diète à Worms en 1076, où ils vont déposer le pape. Du moins, ils vont prétendre déposer le pape. Et il y a un seul grand noble de son royaume qui est là à ce moment-là, c'est Godefroy le Bossu. Donc ça, c'était au mois de janvier. Le 14 février, donc même pas un mois après, riposte du pape, il excommunie Henri IV et il le dépose finalement de sa fonction d'empereur. Il le dépose de son titre, il délie tous ses vassaux et tous ses sujets de leur serment à son égard. Oups. Quand vous avez des nobles en rébellion contre vous, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et dans le même mois, hein, même pas 2 semaines plus tard, c'est à ce moment-là que Godefroy le Bossu est assassiné près de Rotterdam par un partisan du comte de Flandre. Bon, qui lui a plongé par derrière une lame au niveau de l'estomac, hein. C'est à ce moment-là qu'il va manifester ses dernières volontés, donc être enterré à Verdun et que son neveu lui succède. Oui, parce qu'il n'est pas mort tout de suite, hein, il a passé 7 jours à agoniser. Bon, une fois qu'il est mort, on l'emmène à Verdun pour des très grandes funérailles, et finalement, oui, c'est Godefroy qui est son héritier. Mais dans tous les titres de son oncle, tous ne sont pas des titres qu'il a en propre. C'est-à-dire, il y en a certains, c'est des titres qui lui ont été donnés par l'empereur. Donc, les titres, les biens en propre qui restent à Godefroy, c'est le comté de Verdun, la seigneurie de Bouillon avec Stenay et Mouzé, plus quelques villages entre Bouillon et Reims. Bon, c'est pas rien, mais c'est déjà quelque chose, hein. À ce moment-là, Godefroy a à peu près 16 ans, donc il est assez jeune, hein. Il est soutenu par l'évêque de Liège. Ça se passe bien pour l'instant avec l'évêque de Verdun, mais juste en ce qui concerne la succession pour le duché de Basse-Lotharingie, ben non, c'est pas Godefroy qui l'aura. Parce qu'à ce moment-là, comme l'empereur est en conflit avec le pape, il a besoin d'un vassal qui soit fidèle, qui ait fait ses preuves. Donc pour un jeune homme, un jeune chevalier bachelier de 16 ans, vous avouerez, même s'il a déjà combattu, il manque peut-être un petit peu d'expérience. Donc on va donner à quelqu'un qui en a un peu plus, on va donner le duché de Basse-Lotharingie à Conrad, le fils d'Henri, qui a 2 ans. Oui, bon, évidemment,
C'est pas ça va pas marcher, hein, donc on va nommer un vice-duc, de Lotharingie. C'est, un des autres, parents, un cousin germain de Godefroy, Albert III de Namur. Il fait partie de la même famille. Donc on le nomme vice-duc de Basse-Lotharingie. Bon, jusque-là tout va bien. Ah! Oui, on donne quand même le marquisat d'Anvers à Godefroy. Bah, il manque quand même la Basse-Lotharingie, hein. Le petit problème dans tout ça, c'est que les nobles et les prélats commencent à déserter l'empereur et il y a une diète à Tribure qui va finalement, s'opposer à l'empereur et le démettre, qui va solliciter l'arbitrage du pape et qui va, finalement, lui demander son arbitrage et donc la rencontre va être reportée à l'année 1077 en présence du pape où on va décider si oui ou non on remplace Henri IV. Le problème, c'est qu'Henri IV, plutôt que de rester assigné à résidence, il va passer les Alpes pour rencontrer le pape à Canossa. Le pape, il s'y attendait pas du tout, hein. Il est en vacances chez Mathilde et il y a Henri IV qui débarque, pieds nus, et qui va rester du coup 3 jours devant le château, pieds nus dans la neige, pour demander pardon. Alors, au début, le pape, lui, il le laisse 3 jours, hein. Et c'est finalement les témoins de l'époque, hein, Mathilde et tous les nobles qui sont là, qui vont dire au pape, ah bah, il a l'air quand même drôlement désolé, très Saint-Père, faudrait quand même l'écouter. Au bout de 3 jours, il veut bien l'écouter, l'autre fond en larmes, il est vraiment très très désolé, il s'excuse platement. Donc, Grégoire VII va lever l'excommunication d'Henri IV. Par contre, il ne réinstaure pas dans sa dignité impériale, hein. Non. Il va vouloir mener une enquête. Alors, le problème, c'est que, les grands barons et les prélats du Saint-Empire, bah, ils attendent pas vraiment, le très Saint-Père parce qu'ils trouvent qu'il prend un peu trop de temps. Donc, ils vont se réunir et ils vont déposer complètement Henri IV et élire un autre à la place. Ils vont élire Rodolphe de Souabe et qui sera couronné à Mayence. Bien sûr, pendant ce temps-là, il y a pas de légat du pape. Le pape ne se mêle pas du tout finalement de ces démarches-là, hein. Il reste en dehors finalement du débat. Et donc on a une opposition, il y a une guerre civile entre Rodolphe de Souabe qui a les grands prélats, la haute noblesse, et Henri IV qui lui a le bas clergé, la petite noblesse, les paysans et la bourgeoisie des villes. Bien sûr, il leur confère des privilèges pour se les attirer. Ça fait plein de milices pour son armée. C'est assez pratique. C'est le moment que va choisir Mathilde de Toscane pour contester l'héritage de notre ami Godefroy. Ben oui, c'est sa tante, et son mari l'a complètement oublié dans son testament. Voilà, ils étaient quand même mariés, donc elle n'est pas contente, et elle va utiliser finalement ses bonnes relations avec le pape pour avoir du soutien. Donc le pape va envoyer des lettres à l'évêque de Reims pour lui dire de soutenir Mathilde. Qui est-ce qui a un autre intérêt justement à prendre des terres à Godefroy? Bah, ça va être Albert de Namur. Donc il y a une alliance entre le pape, l'évêque de Reims, Mathilde, ah oui, et l'évêque de Verdun. Donc, si vous vous souvenez, on va dire de l'ensemble des territoires contrôlés par Godefroy, bah, il va plus lui rester grand-chose, hein. Effectivement, une fois que ces alliés-là s'y mettent, eh bien, l'évêque de Reims va confisquer les fiefs de Godefroy qui sont sur son territoire. Pareil pour l'évêque de Verdun. Ils vont tout confier à Mathilde, qui elle-même va les confier à Albert de Namur. Oui, parce qu'elle est en Toscane, donc c'est un peu loin. Il lui faut quelqu'un pour gérer les affaires sur place. Et Albert de Namur, pendant qu'il y est, bah, il voudrait bien le château de Bouillon. Donc Godefroy, à ce moment-là, il a plus que le château de Bouillon, hein, quasiment, hein. Stenay, Mouzay, Verdun, etc. Il n'y a plus, hein. Il lui reste voilà Bouillon et ses terres, et le marquisat d'Anvers, mais c'est plus loin. Donc, il va y avoir des négociations entre Godefroy et Albert de Namur à l'abbaye de Saint-Hubert. Vous pouvez voir, c'est pas très loin de Bouillon.
Il y a des négociations, mais bon, ça n'aboutit à rien, hein, si ce n'est à une déclaration de guerre. On est parti pour plusieurs années d'escarmouches et comment dire? D'incursions dans les territoires l'un de l'autre. Donc, à ce moment-là, Godefroy va confier ses terres à un comte, le comte de Grandpré, qui est un de ses vassaux, parce que pendant ce temps-là, lui, il va se mettre au service de l'empereur, bah, justement pour faire ses preuves, pour gagner ses bonnes grâces. L'empereur, il a besoin de soldats, il a besoin de chefs de guerre, donc Godefroy veut espérer une récompense, et puis de toute façon, l'empereur, c'est son suzerain, donc lui, dans le droit féodal, est obligé d'aider son suzerain, de lui amener un contingent, une armée. Bon, faut avouer qu'il a quand même du mérite, hein, parce que Albert de Namur, il est plus ou moins soutenu par Henri IV, hein. C'est-à-dire que ça le gêne pas en fait que un de ses vassaux en dépouille un autre. Donc Godefroy, pendant ce temps-là, voilà, il a du mérite, hein. Il est quand même là pour servir son suzerain. Donc il participe en août 1078 à la bataille de alors Merilstadt, qui est une victoire justement pour l'empereur. Et ça continue comme ça pendant plusieurs années, hein. L'autre grosse bataille, c'est 2 ans après, c'est à Flarsheim, là où Rodolphe est vaincu et on voit un tournant dans la guerre contre la Saxe. Alors, justement pour voir un peu mieux, heu, voilà, vous avez le duché de Basse-Lotharingie et bah, donc vous voyez les autres, régions, les autres, états en fait, allemands. Donc Rodolphe perd un petit peu il perd des soutiens et pendant ce temps-là, bah, Henri, se sent très en confiance. Il va envoyer des prélats à Rome pour, que le pape accélère un petit peu son enquête, hein, parce que ça fait quand même, plusieurs années là. Mais il envoie des évêques qui sont, anti-réformistes, si vous voulez, qui veulent qu'on continue avec les investitures et cetera et tout le système. Faut croire qu'ils ont fait un truc qui était pas bien parce que, juste après, et ben, Henri IV est à nouveau excommunié, déposé et le pape reconnaît Rodolphe de Souabe. Aïe! Bon, donc à ce moment-là, riposte de l'empereur, hein, il va convoquer tous les évêques allemands, ils vont se réunir, ils vont excommunier Grégoire VII, le déchoir de sa dignité de pape et se réunir en conclave pour élire un autre pape. On va plutôt appeler ça un antipape, hein, pour être plus clair, Guibert de Ravenne, qui va prendre le nom de Clément III. Voilà. Donc, malgré tout, il a tout l'Empire derrière lui, mais il commence un petit peu quand même à perdre une partie de l'épiscopat, hein, parce que tous n'ont pas envie de se mettre à dos le pape. Et à la fin de l'année, on va avoir un petit peu le dénouement de cette révolte saxonne, parce que le 15 octobre 1080, il y a la bataille d'Elster. Godefroy est là aussi, hein, avec un gros contingent lotharingien, bouillonné, et cetera, avec la marche d'Anvers. Et il va, on va dire, être assez actif pendant la bataille, hein, il va se démarquer. Malgré tout, les troupes d'Henri sont défaites. Il perd la bataille, mais tout à la fin de la bataille, Rodolphe se fait tuer par des soldats ennemis. Bah oui, il avait un petit peu baissé sa garde, il était un petit peu tout seul, il n'y avait plus que quelques hommes autour de lui. Et là, il y a une bande de soldats impériaux qui passent par là et qui vont littéralement le mettre en pièces. Voilà. Donc, une fois que ce candidat-là, enfin, ce rival est hors de la circulation, bah, Henri IV va pouvoir se concentrer sur le pape. Bah oui, hein, les Saxons, c'est bon, ils sont finis, hein, ils ont pu, on a coupé la tête du serpent. Donc, Henri IV va faire plusieurs campagnes en Italie, en 1081 et en 1082, 1083 et 1084. Il va enchaîner, hein, jusqu'à réussir à prendre Rome. Oui, parce qu'à chaque fois, il passe les Alpes, il va en Italie, il gagne, il arrive à Rome, et généralement, c'est au moment de l'été. Mais il faut croire que l'atmosphère à Rome, enfin, autour de Rome, quand vous assiégez ça avec une armée, en plein été, avec les marais et tout ça,
Bah, généralement, il y a des fièvres, il y a des épidémies et du coup, on va en retraite jusqu'à l'année suivante. Voilà, comme ça on peut recommencer à la belle saison.